Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 8 du podcast Prends ta dose de leadership. Aujourd'hui, je reçois Enzo, qui est Head of Sales et qui est auteur du podcast Phoenix, l'échec, mention très bien. Salut Enzo, comment ça va? Salut Roven, super bien, hyper content de faire ça ce matin avec toi. Ça va être super cool, je pense. Merci pour l'invitation. Bah écoute, merci d'être là parmi nous, gratitude. Euh, voilà, moi je t'ai découvert à travers ton podcast. Je suis tombé sur un épisode de Greg Logan que j'aime beaucoup. Et j'ai kiffé le podcast. Ensuite, ben, je suis parti sur tous les autres épisodes. Et en fait, voilà, tout simplement, j'ai accroché à 100%. Donc voilà, moi, je voulais en savoir un peu plus sur l'homme. Je t'ai connu à travers ce podcast. Ensuite, je suis parti voir un petit peu ce que tu faisais au sein de la société. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Enzo Colucci, j'ai 27 ans. Donc comme tu l'as dit, je bosse donc pour WeHelp, je suis Head of Sales chez eux. WeHelp, c'est une structure d'aide à domicile pour personnes âgées. Et moi, j'ai un profil à la base sportif de haut niveau. J'ai fait beaucoup de basket à haut niveau quand j'étais jeune, jusqu'au bac. J'ai un petit peu papillonné à droite à gauche parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, comme je dis toujours, je suis assez partisan de la technique de l'entonnoir où tu affines de plus en plus au travers de diverses expériences. Et je me suis retrouvé à un moment donné dans l'entrepreneuriat parce que un petit peu de difficulté avec l'autorité quand j'étais jeune. Donc, je me suis dit que j'allais moi-même monter mon projet avec un pote de promo. Super belle expérience. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit aussi, j'ai monté un petit podcast qui s'appelle Phoenix l'échec mention très bien parce que je me suis rendu compte que plein de fois dans ma vie, je m'étais planté dans plein de domaines et que c'était les périodes de ma vie les plus constructives, si je puis dire. Et donc, j'avais envie de les partager et que d'autres personnes viennent partager ces périodes qui sont indispensables pour l'épanouissement perso, quoi. Ok. Écoute, ouais, ben, franchement, l'idée est géniale. Enfin, moi, j'ai accroché directement. Parce que, bon, premièrement, voilà, si on peut apprendre des erreurs des autres, tant mieux. Et surtout que je trouve que c'est, en fait, j'avais cette discussion avec un ami entrepreneur il y a 2, 3 jours. C'est très dur, en fait, par rapport à ton ego, de partager tes erreurs, tes échecs. Il y a très peu de personnes qui le font. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, c'est dur. Je pense que de plus en plus, les gens acceptent d'en parler, mais on va dire que c'est assez récent, peut-être avec un peu tout justement l'univers, l'écosystème startup qui fait que tu as besoin de storyteller un peu ton histoire justement. Et, euh, et qu'aujourd'hui, c'est quand même assez vendeur de parler de ses échecs. À un moment donné, il faut assumer parce que parler en permanence de succès, c'est très beau. Mais le mec, il n'est pas arrivé là, ou la nana, elle n'est pas arrivée là du premier coup. Elle s'est pris les pieds dans le tapis maintes et maintes fois avant. Et c'est ça, en fait, qu'on a envie d'avoir aujourd'hui. On a envie d'avoir, je pense, de l'authenticité. Je pense qu'on en parlera après. Mais l'authenticité, aujourd'hui, c'est un maître mot, je trouve, dans un monde qui va à 10 000 à l'heure, qui est fait de réseaux sociaux, qui est fait de beaucoup de fake et on a besoin de repartir à l'essentiel, tu vois. Ouais. C'est vrai que ça fait du bien quand le discours est authentique. Ça parle plus aux gens, quoi. Et du coup, je rebondis là-dessus en te demandant, mais du coup, comment tu as choisi tes premiers invités? Comment tu as choisi d'interviewer telle personne? Je sais que tu as fait des choix sportifs parce que tu as été sportif de haut niveau, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Ouais, sur les premiers épisodes, alors pour être très franc, le podcast, je l'ai lancé un peu, je vais pas dire à l'arrache, mais assez rapidement, un peu sur un coup de tête, une fois que j'ai un pote qui m'a aidé à avoir un site web et que je m'étais lancé sur un hébergeur, je me suis dit, bon, bah ok, et que j'ai acheté du matos, bon, bah vas-y, j'ai plus le choix, faut que j'y aille. Et donc, le plus simple, comme moi, ma ligne édito, c'est aussi de parler d'échecs au travers de personnes lambda, des personnes du quotidien. C'était peut-être un peu plus facile d'aller chercher, du coup, des invités au début. Et donc, j'ai essayé de faire marcher d'abord mon cercle proche, des gens que j'avais, ou alors des potes de potes, des connaissances qui avaient des histoires hyper inspirantes. Ok. Et, et c'est comme ça que ça a commencé, d'où Greg aussi, Greg Logan dont tu parlais, qui était un pote de longue date quand j'avais justement monté ma boîte en Suisse, que je trouve du coup hyper inspirant. Donc je trouvais ça génial qu'il vienne parler d'échecs parce que c'est aussi un petit peu ce dont il parle tous les jours. Et je mettais un point d'honneur pour que le premier invité, en revanche, soit, à chaque fois je le cite quand je parle de ça, Réginald Bien-Aimé, qui est pareil, un très bon pote, qui était l'organisateur des Fuck Up Night en Suisse,
qui sont du coup des événements autour de l'échec. Et c'est lui qui m'a donné en fait envie de parler d'échecs. On s'est rencontrés pareil, encore une fois en Suisse, des événements networking. Et j'ai grave fité avec ce mec qui est d'une gentillesse et d'une intelligence absolue. Et il m'a donné envie de parler d'échecs. Donc moi, je voulais lui rendre en disant symboliquement, mec, je veux que ce soit toi le premier invité du podcast. Wow. Manque de bol, le son, il était à chier, mais pourtant, Reginald, il dit des bêtes de trucs dedans. Mais comme c'était le premier, c'était un échec. Donc, le podcast porte bien son nom. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, j'ai essayé de faire marcher mon cercle proche dans un premier temps. Et puis après, de fil en aiguille, depuis un moment, les gens viennent à moi ou alors on me conseille directement et c'est génial, quoi. C'est pareil, tu disais parler de gratitude. Gratitude fois 10 000 quand ça se passe, quoi. Énorme, énorme, c'est super intéressant. Et du coup, est-ce que tu as un épisode préféré ou pas Ah, vraiment? c'est dur ça. C'est dur, hein, cette Franchement, c'est question. super dur, ouais, parce que chaque personne est incroyable, chaque parcours est hyper riche, et donc je pense pas qu'il puisse avoir une préférence. Ce que je me dis juste, c'est qu'à chaque fois, là, plus j'enregistre, là, tu vois, je suis sur la saison 2, pardon, la saison 3, là, commence, donc je suis à l'épisode 21, 22, j'en ai encore enregistré d'avance, et je me dis, putain, mais tous ceux qui arrivent encore derrière, mais quelle lourdeur à chaque fois. Je me dis, plus ça arrive, plus c'est fou, quoi. Mais j'ai pas de préférence. Ils sont tous incroyables, les invités. J'aimerais, une fois que le Covid est fini, là, faire un putain d'événement et tous les invités Wow. réunis, et même ceux qui veulent aussi, qui sont pas invités, et faire un énorme truc parce qu'il y a tellement de belles choses à partager qui sont tous ouf, quoi. Moi, je les adore tous. Waouh, ça serait vraiment énorme. Ça serait vraiment énorme. Un meet-up comme ça sur l'échec, ça serait une Grave. première, quoi. Ah, ce serait ouf. Ah, vraiment. Et, euh, et du coup, tu as parlé d'échecs, etc. Bon, à travers tous les podcasts que tu as sortis, je te dis la vérité, à chaque fois, je les écoute. Donc, j'ai entendu plusieurs expériences à toi qui se sont bien passées, qui se sont moins bien passées. Et j'avais envie de te demander, du coup, c'était quoi le plus grand échec de ces 10 dernières années? Le plus grand, le top. C'est une bonne question. J'en retiens facilement deux dans ma tête, mais si je dois en choisir un qui, je pense, a un peu m'a fait prendre un chemin totalement différent dans ma vie et me permet d'être qui je suis aujourd'hui, je pense que c'est mon deuxième échec scolaire. J'en avais eu un premier au lycée, mais mon échec post-bac, parce que à cette période de ma vie, ça a été très dur. J'ai eu enchaîné plein de galères en même temps. En gros, moi, après le bac, je suis parti faire HEC Lausanne pour des mauvaises raisons, parce que je voulais avoir un nom sur un CV, pas nécessairement pour les cours en tant que tel. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. J'ai essayé de m'accrocher. Et en fait, donc à la fin du premier semestre, donc je me rappellerai toujours, on était début 2013, février 2013 exactement. Et cette même semaine, j'apprends que donc je foire mes examens. Donc même si je voulais pas y rester, c'est quand même un putain d'échec. Où je me dis ok, bon bah là, je viens de perdre une année. Je perds un proche dans ma famille, à savoir mon arrière-grand-père, de qui j'étais assez proche. Et sur cette même soirée où du coup je pète totalement un câble et je me mets une grosse tôle, hein, pour parler vulgairement, je rentre en voiture, je me fais arrêter et je perds mon permis. Donc tout ça Waouh. en l'espace de 3 jours. Donc autant te dire qu'il m'a fallu quelques semaines pour me remettre d'aplomb parce que j'étais vraiment au fond du seau. Mais je suis reparti en Suisse. À un moment donné, j'ai relevé la tête et je me suis dit, OK, bon, bah, vas-y, il faut que tu trouves du taf. Parce que là, tu as un semestre à attendre. Tes parents, ils ont payé un loyer. Tu vas pas attendre à rien foutre, quoi. Et j'ai pris le premier taf qui est venu, qu'un pote m'a conseillé, parce qu'en Suisse, c'est très dur de trouver du taf quand t'es pas suisse. Ah ouais. Même chez McDo, Cinéma Pâté et tout le monde m'avait refusé. Et cette boîte-là, qui recrutait beaucoup justement de Français, m'avait pris. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle du fundraising. J'ai fait de la levée de fonds pour ONG dans la rue. Et ça a Ouais. été la plus belle expérience professionnelle, je pense, de ma vie à l'âge de 19 ans. La meilleure école de vente que j'ai pu faire, vraiment. Parce que le but, je t'explique rapidement, c'était tous les jours dans un spot différent de Suisse française. On te met devant la gare, on te met devant le supermarché, on te met en pleine rue, n'importe où. Il faut que tu arrêtes des gens, que tu les pitches sur une association dont ils en ont strictement rien à foutre, qui Tellement dur. sortent leur carte de crédit, qui mettent leur numéro et qui s'en mettent pour entre 10 et 20 balles minimum par mois et qui repartent avec le smile. Oh, c'est Et trop dur. donc ça, mec, ça a été incroyable, incroyablement dur les 2 premières semaines, mais après, quand tu as craqué le truc, j'ai tellement kiffé. Et ça m'a donné énormément confiance en moi. Ça m'a permis de développer, je pense, une grosse partie de qui je suis aujourd'hui, de repartir vers des études
derrière qui me plaisait, que j'avais vraiment choisi. Et donc, cette remise en question à ce moment-là de ma vie, à l'âge de 19-20 ans, elle a été essentielle. Et je pense qu'elle a beaucoup drivé la suite des événements et qui je suis aujourd'hui et pourquoi je bosse dans la vente. Et là, le passionné de vente que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette expérience. Donc, putain d'échec, mais putain de rebond, quoi. Waouh! Ça veut dire que concrètement, si tu n'étais pas arrivé cette grosse claque, tu n'aurais pas été la personne que tu es aujourd'hui, quoi. Je pense, et assez tôt, tu vois, dans ma vie, heureusement, je pense que c'est aussi une chance, tu vois. À un moment donné où j'étais un peu perdu, où je savais pas ce que je voulais faire, et ben la vie, elle m'a mis une embûche sur mon chemin, elle m'a forcé à me remettre en question, à faire les bons choix, en tout cas à faire des choix. Les bons choix, je savais pas à l'époque, mais en tout cas à faire des choix et à les assumer. Et au fur et à mesure de ça, bah ouais, j'ai développé une confiance en moi. Quand j'ai repris des études derrière, j'ai toujours été pas trop mauvais, pardon, à l'école, hein, clairement. J'avais toujours des bonnes notes, j'étais plutôt dans le middle haut de la classe. Là, quand j'ai repris des études, j'étais major promo. Je me suis dit, Waouh! putain, ça m'est jamais arrivé, tu vois. Parce qu'en fait, je savais pourquoi j'étais là. Je savais que maintenant j'avais fait ce choix-là et qu'il fallait que je me donne. J'étais pas comme, et genre, je leur tire pas dessus parce que je peux comprendre, comme une grande partie des étudiants quand tu sors du bac, qui font des études et qui savent pas pourquoi ils sont là et qui viennent en cours en traînant des pieds et qui en ont strictement rien à foutre. Moi, j'étais là parce que je voulais être le meilleur, en fait. Parce que derrière, je voulais décrocher un bête de stage, je voulais bosser dans ce milieu-là et je me dis, OK, je me donne les moyens. Et parce que je me suis cassé la gueule avant, en fait, j'ai pu raisonner comme ça. Waouh! Écoute, super intéressant. Du coup, ça me fait penser un petit peu, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais cet esprit de compétiteur, j'ai l'impression qu'il vient de ton amour pour le sport. Tu as dit que tu étais, je ne sais pas si tu es encore sportif de haut niveau, mais du moins, tu nous as dit que tu étais sportif de haut niveau. Tu fais toujours du sport de haut niveau? Non, je t'avoue que j'ai arrêté justement au moment où je suis parti à HEC. J'en ai fait Ouais. pendant 10 ans du basket au niveau national en France. Waouh. Après, j'ai arrêté parce qu'il fallait j'arrivais pas à concilier cours et sport. Et à un moment donné, je m'étais dit que vu que ma carrière pro elle est morte, ça aussi ça a été un échec tu vois, dans ma vie d'accepter le fait de pas réussir à passer pro. Ça a été très dur quand tu sacrifies pas mal de choses et que tu manges, tu dors basket tout le temps. C'est compliqué. Mais le jour où j'ai accepté de me dire ok, j'aurai pas de carrière parce que bah ça marche pas, écoute, bah maintenant il faut que je me concentre davantage sur ma vie pro. Donc j'ai arrêté à ce moment-là. Ça me manque, hein, j'avoue que j'aimerais beaucoup reprendre le basket, même en loisir, juste pour me marrer, Ouais. tu vois. Parce que je suis branché NBA tous les jours, je regarde ça tous les jours. Mais du sport, non, je fais toujours un peu de sport comme ça, un petit foot urbain avec des potes une fois dans la semaine, enfin quand il n'y a pas le Covid, et un peu de cardio à la maison ou alors un peu, tu vois, genre de renforcement musculaire histoire de s'entretenir, quoi. Mais le sport à haut niveau, non, je fais plus aujourd'hui. Ouais. Mais ce que tu disais avant, je pense que oui, ça m'a beaucoup aidé à développer un mindset, un mindset conquérant et accepter encore une fois la remise en question. Tous les sportifs que j'ai pu avoir sur Phoenix, tu sens vraiment qu'il y a ça derrière, quoi. Tu sens que les gars, l'aspect de résilience, il est ancré en eux, quoi. C'est dans leur ADN, c'est dans leur sang. C'est un truc de ouf. Trop fort. Vraiment trop fort. Et du coup, alors c'est quand la dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort, que tu t'es dépassé? Parce qu'on a l'impression, avec tout ton parcours, que tu es arrivé vraiment à un niveau où tu t'es dépassé, tu as l'air bon dans ce que tu fais, et cetera. Est-ce que récemment, il y a un événement qui t'a fait, qui t'a remis un petit peu, en question et qui a fait que tu as dû sortir de ta zone de confort? Peut-être dans le management aussi, hein? Ouais, c'est une bonne question. Il y a plusieurs choses. On pourrait dire il y a un an, bah, le fait de créer le podcast, c'est sortir de ma zone de confort parce que c'est me confronter à quelque chose que je connaissais absolument pas et c'est de développer ça. Avec le Covid derrière, tu te dis merde, est-ce que je continue pas, les écoutes baissent, etc. Donc bon, ça le Covid, on l'a tous eu. En termes de management, effectivement, parce que du coup, je suis passé manager pour la première fois de ma carrière là, juste bah, pendant le Covid. Donc ça, c'est un très, très gros challenge d'arriver à donner les armes, en fait, à tes équipes, à les garder focus et engagés, en fait, dans la mission de la boîte. Donc ça, et de les faire monter en compétences aussi, c'est super dur. Et du recruter, donc je recrute aussi. Donc ça, j'avoue que, ouais, au niveau pro, ça me fait sortir de ma zone de confort depuis là maintenant presque 10 mois. Et c'est hyper, hyper challengeant, hyper enrichissant. Et donc ça, c'est sûr que le management, c'est pas donné à tout le monde, tu le vois bien, et que c'est un vrai taf à part entière, quoi. C'est un truc de ouf. Manager des équipes, en tout cas bien le faire, c'est ouais, c'est costaud, quoi. Ouais, ça te demande des ressources de malade, quoi.
Bah ouais, des ressources, ça demande d'aller chercher de l'info aussi un peu auprès de tes pairs, des gens qui ont managé, tu vois, genre, faut pas avoir d'ego à ce niveau-là. Moi, j'adore rencontrer des nouvelles personnes via LinkedIn et leur dire, voilà, moi, je suis néophyte en tant que manager. Toi, ça a managé depuis 10 ans. Mec, viens, on se fait un call pendant même 15 minutes, juste que tu me donnes un peu, toi, ton retour d'expérience, parce que moi, je pense peut-être bien faire les choses et je le fais peut-être pas bien. Donc, je trouve qu'au niveau de la montée en compétences, faut pas qu'on ait d'ego, il faut qu'on aille chercher auprès de ceux qui ont réussi, tu vois. C'est avoir des mentors, en fait. Avoir des mentors dans la vie, c'est primordial, je pense. Full respect parce que ça demande encore une fois de ne pas avoir d'ego, quoi. De se dire, écoute, je suis là pour apprendre, je suis pas encore arrivé là où je voulais être, donc autant apprendre des gens qui sont déjà dans le game, quoi. C'est Totalement. L'ego, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir apprivoiser avec le temps. Il faut en avoir un minimum parce que si tu n'as pas d'ego, je pense, en tout cas, c'est mon point de vue, que professionnellement, tu n'auras pas assez d'ambition. Mais si tu en as trop, pardonne-moi le terme, mais tu seras un connard, en fait, si tu as trop d'ego. Tu seras un connard avec tes équipes, tu seras un connard avec tes managers, tu seras un connard avec n'importe quel collaborateur. Si tu as le menton au-dessus du nez à chaque fois qu'on te parle, ça va pas le faire, tu vois. Donc, il ouais, faut aussi être un petit peu humble et travailler dessus, quoi. OK. Et du coup, c'est quoi toi ta relation avec les équipes? Est-ce que tu arrives à maintenir cet équilibre, voilà, c'est moi qui vous manage, c'est moi qui vous dirige, puisque c'est la réalité des choses, mais en même temps, je sais pas moi, j'ai de la compassion, je suis à l'écoute et cetera. C'est quoi ta relation avec tes équipes? Ma relation, c'est que déjà, j'essaie d'être hyper transparent avec eux et j'attends la même chose. Avec mes équipes, je suis hyper proche au quotidien. J'essaie vraiment dans le taf, comme je dis toujours, je sors pas de chez moi le matin et j'enfile mon costard professionnel et je suis quelqu'un d'autre. Je pense que je suis vraiment le même en dehors et au taf. J'essaie d'être hyper bienveillant avec mes équipes. J'essaie de communiquer le plus possible avec eux. Toute l'info que j'ai, que j'estime qu'ils doivent avoir, je leur donne. Même parfois, peut-être des trucs qu'ils devraient pas avoir, mais pour leur donner du sens, pour les garder encore une fois impliqués, j'estime que je dois être transparent avec eux et je dois être à l'écoute. Je dois être à l'écoute parce que moi, je leur dis toujours, mec, si tu as un problème, viens me voir, dis-moi, t'arrives pas à faire ce truc-là, bah bien, je le fais avec toi au pire des cas, tu vois. J'essaie toujours d'être, euh, j'essaie toujours d'être disponible. Je veux pas du tout instaurer cette relation du c'est moi le manager et toi le collaborateur, donc je décide. La seule chose qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que moi, j'essaie de garder la vision qu'on a et qui est aussi drivée par nos managers du dessus et de la transmettre. Et j'essaie d'être là en cas de doute. Mais, mais je veux pas instaurer une relation hyper verticale, tu vois. Ouais. Genre, j'estime que ça, c'est néfaste à terme pour notre relation à tous les deux, quoi. Enfin, aux collaborateurs et à moi. Ouais, c'est vraiment un équilibre à garder, quoi. Ça doit pas être facile tous les jours, j'imagine. Ouais, 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 c'est pas évident parce qu'il faut, comme je te disais tout à l'heure, que tu gardes tes équipes donc tout le temps ultra motivées, aussi bien bah, justement quand ça va pas, au niveau des objectifs, etc. Donc il faut aussi faire le nécessaire, il faut les rendre autonomes, il faut les rendre responsables. Il faut surtout pas micromanager. Moi, j'essaie de m'atteler à ne surtout pas micromanager mes équipes. Je veux pas être derrière leur cul en permanence et là, être là. Et ça, tu l'as bien fait, et ça. J'essaie vraiment, comme je te disais, la transparence, ça passe par la confiance. J'ai hyper confiance en eux. Et en revanche, si je l'ai pas, je leur dis et j'essaie qu'on fasse évoluer ça, tu vois, en positif. Si je trouve qu'il y a un manque de confiance, que là, ça va pas, en fait, je pense que ça, c'est grâce au sport aussi, OK. où j'ai une personnalité assez forte, on va dire, à travers ça, assez impliquée. Et donc, quand ça va bien, mec, je saute partout, je leur dis, mec, t'es une machine, c'est ouf ce que tu fais. Je leur envoie des emojis fusées dans tous les sens. Je Oh leur dis, putain, c'est putain, trop mais c'est ouf, bravo, bravo, bien joué. Je les encourage à mort, tu vois. Et du coup, en fait, je me dis qu'en faisant ça, j'ai aussi le droit de leur dire, mec, là, par contre, t'as fait de la grosse merde. C'est pas bien, putain, tu vois. Parce que quand il fait un truc bien, je suis le premier content et je suis le premier à lui dire et je l'encense à mort, tu vois. Mais quand ça va pas, il faut aussi pouvoir entendre de dire, là, mec, c'est de la merde ce que t'as fait. Je suis désolé de le dire, mais c'est pas bien, tu vois. Après, ça remet pas en question toi qui tu es en tant que personne. T'es une personne géniale. Mais là, dans ton taf, sur cette action-là bien précise, c'est pas bien. Et il faut qu'on améliore, tu vois. énorme. Franchement, super intéressant. D'ailleurs, il y a Greg, d'ailleurs, il disait un mantra ou une phrase comme ça à se dire tous les matins, une croyance.
l'échec, ce n'est pas moi, ce sont les choses que je n'ai pas réussi à faire. Et en fait, c'est un peu ça, quoi. Ça veut dire que toi, tu es pas là en train de juger la personne, tu juges, beh, son action et c'est OK si voilà, s'il y a une tâche qui a pas été bien faite ou voilà, faut juste recadrer. C'est ça ce que tu es en train de dire. Ça fait du sens? Ouais, totalement. Totalement. En fait, il faut pas. L'erreur, elle est humaine, en fait, et on va tous en faire dans notre vie. Donc, en vrai, c'est pas grave. Ce qui est important de voir, c'est si tu as fait de la merde, est-ce que tu l'as faite à 100% et est-ce que tu l'as faite en totale adéquation avec toi, tu vois? Parce que si tu as Bon. donné 100% de toi pour faire de la merde, bah, c'est pas grave, tu vois. Par contre, si tu as fait de la merde en disant, bah ouais, j'aurais pu faire mieux, je sais, je me suis donné à 50%, là, j'ai envie de te mettre une tarte, tu vois. Alors que si tu t'es donné à 100% mais que tu as fait foutre de la merde, c'est pas grave. Bah, au moins, tu t'es donné. C'est pas grave, tu vois. On peut pas tout bien faire dans la vie. Mais le fait de voir que tu t'es impliqué à 100% dans cette tâche, bah, moi, ça me fait plaisir dans tous les cas. Et on va améliorer ensemble les points qui vont pas. Mais avec toujours autant d'envie que tu l'as donné, même en te foirant, c'est pas grave. Ouais. OK, OK. Et du coup, c'est quoi alors les valeurs que tu essayes de transmettre à ton équipe? C'est quoi les Les valeurs que tu valeurs, après, j'ai défends? envie de Ouais, les valeurs importantes dans la vie, de façon, moi, que j'essaie d'avoir, déjà, je te disais tout à l'heure, c'est la transparence et l'authenticité. Ça, pour moi, genre, Non. c'est primordial. Enfin, ça, c'est deux valeurs en une, si tu veux, mais être transparent, être authentique, on le disait tout à l'heure au tout début, c'est primordial aujourd'hui de l'être. Je veux pas de bullshit. Je veux pas que tu commences à me raconter des salades. Ça va m'énerver. Le mensonge, c'est un truc, ça me met hors de moi, mais vraiment hors de moi. Je préfère que tu m'avoues une connerie, que tu me fasses un vieux truc et que je l'apprenne derrière parce que ça va me rendre fou, vraiment. Je préfère que tu sois full transparent avec moi et moi, je le serai aussi. Quitte parfois à être un peu, comment je pourrais dire, à être un peu brutal, mais en tout cas, ce sera toujours bienveillant derrière. Tu vois, la bienveillance aussi, c'est une valeur. On a tendance à peut-être un peu la mettre à tort à travers aujourd'hui, mais c'est vrai en fait. On a l'impression qu'on est dans un monde de bisounours dès qu'on parle de bienveillance, mais c'est putain d'important d'être bienveillant avec les gens. On n'a pas le droit de mal se comporter envers un autre être humain en fait. Tu vois, il faut qu'on ait de la compassion, il faut qu'on soit bienveillant avec lui, envers lui. Et il y a une valeur qui est primordiale que moi en fait je vais pas dire que je m'inflige parce que c'est dur comme terme, mais c'est l'autodiscipline. Il Waouh! faut qu'à un moment donné, tu te prennes par la main tout seul et que tu fasses les choses. Je ne suis pas ta nounou. Si tu veux si tu veux être responsable dans la vie, si tu veux être autonome, que je te donne des responsabilités, eh ben, sois responsable, tu vois. Et aie de l'autodiscipline. Lève-toi le matin, j'en sais rien, si tu veux faire des trucs plus tôt, arrête de me dire, ah, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Mais bien sûr, tu as le temps. C'est une question de choix après dans la vie. Si tu veux te lever plus tôt, que tu veux faire du sport, que tu as envie de bien bouffer, que tu as envie, je sais pas quoi, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle compétence, donne-toi les moyens. Et le jour où dans ta tête, le matin, quand tu vas te lever, tu vas te dire, ah, ce serait mieux de rester au lit un peu plus. Bah non, tu as ton autodiscipline qui vient, là, qui dit, mec, lève-toi. Tu as dit que tu le faisais, donc fais-le, tu vois. C'est Ouais. l'autodiscipline. Et un dernier en bonus, c'est l'humour. Moi, je veux me marrer, putain. Faut qu'on rigole un peu, les mecs. La vie, elle est faite, faut qu'on se marre, quoi. Faut péter un coup un peu dans la vie. Et même si on est dans du pro, on a le droit de dire des conneries. Tant que tu es pro, en fait, quand il faut être pro que tu l'es, après, tu as le droit de déconner. On peut se dire des conneries dans la vie de tous les jours. Entre nous, on le fait bien. Donc, au taf, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'être un petit peu fou, tu vois, le grain de folie. Un- Entre la folie et le génie, il n'y a qu'un pas, on dit, hein. Ouais. Il n'y a pas grand-chose, hein. Ouais, c'est important aussi pour le moral des troupes, quoi, de mettre un peu de fun, quoi. On a cette image Totalement, de, tu sais, des totalement. sociétés un peu corporate où, c'est un peu l'angoisse, quoi, finalement. Ah ouais, mais il faut pouvoir se marrer. Les mecs, tu fais un taf, ça te prend combien en moyenne? Entre 8 et 10 heures par jour. Au moins 5 jours par semaine. Mec, fais le calcul. Si on peut pas rigoler un peu sur ces périodes-là, on va se flinguer, hein, surtout en C'est période clair. actuelle, là. Putain, Ouais, c'est déjà hop, compliqué. Si on peut pas rigoler un peu, les mecs. c'est clair, c'est la mort. C'est la mort. Mais t'as une routine, un espèce de, je sais pas moi, un espèce de haka avant de commencer le taf le matin avec ton équipe? Ah ouais, de ouf. Arrête. Avec l'équipe, Ah, non, t'es là. j'ai un truc perso. Ouais, j'ai une routine positive que je fais depuis maintenant, je pense, bien 4 ans, tu vois. Enfin, positive, moi j'appelle ça positif, clairement, parce que ça me met bien dans ma journée. Là, tu vois, avant qu'on s'enregistre, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je me lève, je m'étire un petit peu, notamment beaucoup le cou, le dos et tout. Je me fais quelques séries de pompes, histoire de me réveiller aussi un peu. Une petite douche froide, enfin, pas totalement froide, douche normale, et puis à la fin, gelée totalement pendant les dernières secondes, histoire de bien me réveiller.
Je me fais un peu 10 minutes de méditation, je vais lire quelques chapitres de bouquins. Et puis après, voilà, je me fous devant mon ordi, je suis au taquet avec un petit café, et puis on est parti, quoi. Donc, et ça, j'essaie de l'augmenter, enfin, enfin, pas de l'augmenter, pardon, j'ai envie de dire de l'améliorer, enfin, de la faire évoluer au fil du temps, parce qu'une routine, elle est faite aussi pour changer. Tu peux la changer par saison. On en parlait avec Greg, je crois, à l'époque, justement. Je trouve que tes routines, elles doivent se modifier quasiment en fonction des saisons. 3, 4 fois par an, il faut que tu changes un truc. Il faut que tu changes peut-être l'ordre ou que tu rajoutes quelque chose, ou tu vois. Et il y a un truc le soir aussi que je fais, c'est un journal de gratitude qu'une prof m'avait conseillé de faire quand j'étais Ouais, quand j'adore. j'étais au Canada. Et mec, c'est génial. Genre, tu notes en fin de journée ou le matin, comme tu veux, genre 3, 4, 5 choses qui t'est arrivé dans la journée que tu as kiffé, tu vois. Un call avec une personne, je sais pas, tu as closé un contrat, tu as fait du sport, tu as bien mangé, tu as lu, tu as fini ton livre, tu as reçu un colis trop stylé, n'importe quoi, on s'en fout. Tant que c'est un truc, quand tu lis, tu fais ah putain, j'ai passé une bonne journée en fait. Sur le papier, peut-être que je pensais que c'était une journée de merde, mais en fait, non, c'est une trop bonne journée. Et le fait d'être dans une routine hyper positive comme ça, bah, tu es plus enclin, tu vois, à te confronter aux petites couilles du quotidien qui Ouais. vont croiser ta route, tu vois. En tout cas, tu vas pouvoir relativiser. Et les gens commençaient à le faire parce que c'est vraiment incroyable, ça fait la différence. Il faut vraiment avoir un carnet de gratitude. Moi, j'ai rajouté un dernier truc. Là, il y a Ouais. une semaine et demie, c'est que j'ai le carnet de gratitude, mais j'ai rajouté le carnet de l'échec. Et donc maintenant, à Ah, pas chaque fois mal ça. qu'il m'arrive une douille, ouais, je sais pas ce que tu en penses, mais à chaque fois qu'il m'arrive une douille, je l'écris, tu vois. Et tous les matins, j'essaye de relire comme ça, tu vois, mes 10 derniers échecs et d'apprendre, quoi, tu vois. Ça, C'est c'est intéressant. la petite Et nouveauté. j'étais sur. Ça rejoint un peu ce que tu dis là, je pense. Tu sais, tu as l'application Clubhouse qui marche pas Ouais, mal ces derniers temps. Et j'étais sur un talk il y a quelques jours et il y a un mec qui a dit un truc hyper intéressant, je trouvais. C'est de faire son CV de l'échec. Je trouve ça génial, mec. vas-y, Tu fais ton CV de l'échec. tu peux m'en Bah, dire. en gros, tu fais ton CV normal. Enfin, je veux dire, comme si tu fais toi ton CV demain pour trouver du taf. Sauf que toutes tes expériences que tu vas mettre dedans, c'est que des échecs. Ouais, Et ce j'adore. que tu vas mettre en J'adore. dessous, c'est les leçons que tu as pu tirer de ces échecs-là, tu vois. Je trouve Oh, ça j'adore. génial. L'idée est géniale, mec. Ah, trop bon. À faire. Les Mais gens. toutes tes expériences où tu t'es chié, c'est génial. Oh là là, mais c'est tellement bon. Ok, bah c'est parfait. Tu vois, c'est ça ce que j'aime quand tu rencontres des gens. C'est que voilà, tu apprends toujours des choses. Tu peux rajouter ça à ton quotidien et c'est magnifique, quoi. Vraiment, c'est ouf. Totalement. Et voilà, on est sur les petites questions de la fin. Ouais. Voilà, si tu pouvais interviewer on va dire, dans les 100 personnes qui ont le plus réussi aujourd'hui, des 100 plus gros managers au monde, qui ça serait et pourquoi? J'ai regardé un peu du coup parce que c'est vrai que je suis pas du tout à jour sur ce classement Forbes. Quand tu m'as posé la question, j'ai essayé de C'est checker un relatif. petit peu. Ouais, ouais, bah du coup, dans ce classement-là, j'en ai trouvé un qui me plaît pas mal de par sa personnalité avant tout, c'est Steve Ballmer. C'est l'ancien CEO de Microsoft et qui est aussi en fait le propriétaire des Los Angeles Clippers, donc une franchise de basket. Donc tu vois, c'est un peu le tout qui me fait marrer et qui ferait que j'aimerais beaucoup le rencontrer parce que le gars, il a quand même bossé avec un certain Bill Gates qui est quand même pas non plus, tu vois, qui est numéro 2, hein, je crois, dans ce classement-là d'ailleurs. Donc c'est quand même pas rien. Et ouais, le gars est fan de basket et tu le vois en fait, il est tout le temps, il est à tous les matchs absolument. Et il a une énergie débordante, ce mec. Il me fait marrer quand les gars, ils arrivent à mettre des paniers et tout. Lui, il est sur le côté. Le gars, il pèse des milliards à des milliards et il est naturel, il est simple. Et j'adore en fait ce type. Il me fait extrêmement marrer. Il est super sympa. C'est un monstre de business. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, dans ce classement Forbes-là, je pense que ce serait lui. Et hors de ce classement-là, j'aime beaucoup Gary Vee, Gary Vaynerchuk, que j'ai découvert pareil il y a 4, 5 ans. Euh, et j'adore ce type. Il me met des claques monumentales en pleine tronche à chaque fois qu'il parle. Et j'aime beaucoup son énergie, même si bon, certains le traiteront de gourou comme Tony Robbins ou quoi. Moi, c'est des gens que j'adore parce qu'il faut voir le côté inspirant en fait de ces mecs-là. Ils te sortent de ta zone de confort. Certains vont dire qu'ils sont redondants, mais en fait, il y a besoin de cette redondance. À un moment donné, pour être motivé, il y a besoin qu'on se le répète, qu'on se le répète, qu'on se le répète. Et ces mecs-là, ils font ce taf-là pour nous.
et j'adore en fait. J'adore l'énergie qu'il a, la vision pareil du business mais j'aime beaucoup ce type. Ouais, j'aime beaucoup ce type aussi. Super intéressant. Je peux te raconter une anecdote sur Gary Vee? Ah bah ouais. Ah bah avec plaisir. Écoute, une histoire de fou. J'ai un voisin à moi ici qui est dans la tech. Bon, le gars, c'est un tueur, quoi. C'est un consultant dans la tech. Et un jour, alors qu'il a monté une startup avec un pote, il envoie un message à Gary Vee. Il lui dit: Salut Gary, etc. J'aimerais que on va faire l'ouverture, si tu veux, de la startup. J'aimerais que tu fasses un talk. Et donc, l'équipe de Gary Vee lui répond: Écoute, il n'y a pas de problème. Gary se déplace pour 50 000 dollars, 30 minutes, 50 000 dollars. OK. Euh, le gars, donc, qui s'appelle Hillel Feld, il lui répond: Écoute, gratitude, tout ça, mais ça va faire beaucoup pour nous. Donc, désolé, à bientôt. Et voilà. Et le lendemain, à 8 heures du matin, il reçoit sur son Twitter: Hey, Hillel, comment ça va? C'est Gary. Je voulais juste te dire que je viens en fait. Je viens mardi au meet-up. Je te prendrai pas de l'argent. Je te prendrai pas d'argent. Je viens gratos. Il n'y a pas de problème. Envoie-moi l'adresse et je serai là. Et le gars, il est venu au meet-up et il a fait un discours de Énorme. malade mental gratuitement. Gratuitement. Voilà ce que c'est Po, Gary po, Vee. po. Voilà. Le mec, Ouais, c'est une il pèse machine ce mec. 165 millions de dollars. Ça veut dire qu'il n'a pas de temps à perdre. Mais quand il s'agit de faire du bien, ben voilà, c'est C'est un ouf. l'humain qui parle. Ah, il est génial ce type. Donc voilà, Et la bah petite, belle anecdote mec. petite anecdote d'un voisin. Le gars, il habite à côté de chez moi, hein. Et il a raconté sur LinkedIn et j'étais comme un fou. C'est énorme. Bref, donc voilà, c'est cool de suivre des personnes comme ça inspirantes. Et, euh, et du coup, toi, tu vois comment ton podcast dans 5 ans? Petite question un peu de DRH, mais De DRH, ouais, j'allais dire, c'est ça. Ben écoute, pour être très franc, ouais. je pense qu'il sera plus là dans 5 ans le podcast. Oh non. Je pense qu'il sera plus là. Pourquoi? Alors, faut jamais dire jamais, tu vois, mais en gros, moi, au départ, quand j'ai lancé le podcast, donc il y a maintenant 1 an, je m'étais dit, je fais 50 épisodes et on verra. Et on verra à partir de 50, est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce que, pour pas, tu vois, être trop redondant non plus dans les thématiques de l'échec, parce que j'essaie de traiter un peu de tout, hein, vraiment dans le podcast, scolaire, sentimental, des accidents, des trucs de ouf, tu vois, genre des échecs aussi business, mais pas que pour le coup. Et donc, je me dis, bon, est-ce que j'aurais pas un peu fait le tour? Après, il y aura peut-être plus le podcast, mais je serai toujours sur la thématique de l'échec. Peut-être que dans 5 ans, tu vois, genre, enfin, du coup, tu vois, les 50 épisodes, je pense que je les aurais finis dans un peu moins de 2 ans. Ouais. Euh, Peut-être que je ferai autre chose, tu vois, à travers ça. Enfin, je suis déjà en train de réfléchir à ça d'ailleurs, hein, l'utilité du podcast, ce qu'elle me permet de faire aujourd'hui, c'est génial en fait, hein, c'est de commencer à donner des conférences, des talks, de préparer des cours pour des écoles. Il y a peut-être des trucs à faire aussi pour les boîtes. Et peut-être que tu vois, le podcast se transformera en fait toujours sur cette même thématique de l'échec, de l'apprentissage de l'échec. Mais ce sera peut-être plus un podcast, ce sera autre chose. Ou peut-être que d'ici là, tu vois, avec Clubhouse, avec un autre réseau social, Ouais. dans 5 ans, il y aura peut-être un autre truc de ouf où il faudra tout le temps se filmer et peut-être que du coup j'irai sur ce média-là, je sais pas. Mais en tout cas, au début, je me suis dit 50 épisodes. Je suis toujours sur cette optique-là. Donc on verra. On est presque à la moitié du chemin là. Je sors le 22e épisode la semaine Wow. prochaine. Ah, excellent. Purée, ça passe vite, hein. 22 Ça épisodes va trop déjà vite. en un an, mais c'est fou en fait. Ah, c'est délire. Franchement, tu vois, je suis à peu près à 2 par mois. Bah, je suis à 2 par mois, hormis pendant les vacances où mois d'août, je poste rien et à Noël, je me fais un petit break. Mais sinon, c'est toutes les 2 semaines, quoi, un épisode. Donc trop content. Et puis trop content que les gens, comme je te dis, commencent à venir. Le compte Instagram, il commence aussi gentiment à prendre de plus en plus. Beaucoup de gens viennent me parler dessus, sont intéressés pour passer, me mettre en relation. C'est génial, en fait, les rencontres que je peux faire grâce à ce podcast depuis que je l'ai créé. Vraiment, je suis ultra content, quoi. Full gratitude, encore une fois. Wow. Tu sens que tu inspires beaucoup de personnes derrière en fait. Bah, un peu, en fait, au début, tu te rends pas trop compte. Et puis, c'est vrai que quand tu commences à avoir des retours et tout, des gens qui commencent à te dire, putain, mec, je kiffe, j'ai écouté tous les épisodes, oh, j'ai hâte d'avoir la suite et tout, tu te dis, putain, mais en fait, c'est ouf. Moi, à la base, je sors un petit truc comme ça pour me marrer, en me disant, bon, bah, si ça plaît, tant mieux.
Mais tu sais, tu te dis toujours, si ça plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, tant pis, même si au fond, ça te ferait un peu chier. Et puis en fait, quand tu vois que ça plaît, tu te dis, ah ouais, putain, en fait, les gens, ils accrochent, mais c'est trop stylé, en fait. C'est génial, en fait. Je te dis, c'est ouf d'avoir des retours comme ça. Genre, mec, quand les gens m'écrivent, à chaque fois, je leur dis, putain, mais continuez, parce que moi, ça me donne une force et ça m'encourage tellement à continuer. En fait, je suis ultra, ultra reconnaissant de tous les messages que je reçois, vraiment. Et même ceux qui sont, euh, qui, 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 qui critiquent, en fait. Mais à partir du moment où la critique est constructive, moi, j'adore aussi. Les gens me disent, ouais, là, j'aime bien, mais tu vois, il me manque peut-être ça dedans, il me manque peut-être ça. Mais j'adore aussi trop bien, parce que j'ai pas la science infuse. Moi, là-bas, je fais un petit truc pour me marier, encore une fois. Si je peux Ouais, l'améliorer avec des retours, mais avec grand plaisir, avec grand, grand plaisir. tellement bon. Moi, j'essaie de faire un truc, c'est que à chaque fois que je croise, parce que du coup, j'habite dans une ville où on se connaît à peu près tous, quoi, les francophones, et à chaque fois que je rencontre des gens dans la rue qui me disent, ouais, je suis ce que tu fais, j'adore et tout, ben, je le marque sur un cahier, tu vois. Et dans des moments de down, tu vois, où je suis fatigué, j'ai pas envie de fournir du contenu, ben, ça fait du bien de voir que tu as 30 ou 35 personnes ou 40 personnes, peu importe, qui t'ont dit, voilà, je kiffe ton contenu, j'ai appliqué tes conseils et tout. Donc, ça, c'est des trucs Trop stylé. bah, gratitude aux gens de suivre et de donner de la force, parce qu'au départ, on le fait pour nous. C'est ça ce que tu étais en train de dire. Tu le fais pour te marrer, pour toi, pour le partage, pour l'amour du partage. Et quand tu vois que les gens, ben, ils ont accroché, que ça les inspire et tout, ben, c'est magnifique. C'est De ouf. C'est exactement ça. C'est c'est- tout à c'est- fait ça, oui. Est-ce que tu es fan des citations? Ah bah, je suis presque que ça sur Instagram. Moi, mon feed Insta, La c'est que des question trucs comme de... ça. Moi, je suis pas des nanas à poil ou des trucs pourris comme ça. C'est que des citations qui me donnent de la force dès que je Construction. l'ouvre. Ouais, j'aime beaucoup. Puis j'en sors aussi sur le compte Insta de Phoenix, hein, clairement. Ouais, Ah, les citations, on aime bien, hein. c'est top. Franchement, c'est top. Tu as une petite citation préférée ou un petit top 3, ce que tu veux? Un petit Ouais, mantra. il y a une citation que moi j'aime Ouais. beaucoup. De quoi? Non, non, vas-y, je t'écoute. Ouais, ouais, une citation que j'aime beaucoup, c'est dans l'adversité qu'on forge le succès. Waouh. Et Ouais. pour moi, celle-là, je l'adore. C'est un peu ma vision que j'ai, la vision de la vie en fait que j'ai. C'est que c'est vraiment dans les périodes compliquées qu'on se construit le plus. Certes, c'est extrêmement dur. Sur le coup, on pense qu'on va jamais s'en relever. On pense que notre vie, elle est terminée. On pense qu'on est une grosse merde, encore une fois, parce qu'on se parle aussi de manière très sèche à soi-même. Et en fait, à un moment donné, il faut accepter que c'est pas grave. Il faut relever la tête, il faut accepter, il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé. Et en fait, on va en ressortir 1000 fois plus grand de ce qui s'est passé là, en fait. C'est juste ça, c'est dans les périodes où on est le moins à l'aise, où on sort de notre zone de confort que qu'on apprend le plus, encore une fois, c'est tout. C'est que c'est là où il faut accepter, tu vois, ces périodes d'adversité, il faut les accepter, il faut se dire, c'est pas grave, là je suis en train de galérer, mais j'ai besoin de ça pour passer un cap, en fait, pour passer une next step. Ouais, très puissant. Très puissant. C'est vraiment un travail de tous les jours. De se rappeler aussi des moments où on s'est pris des grosses bananes et on s'est quand même relevé. Donc, on a toutes les De ouf. ressources en nous. Et il faut juste le rappeler, faut se rappeler très souvent, en fait. C'est Euh, qu'une question de mindset. C'est vraiment qu'une question de mindset, hein. C'est Complètement. toi contre toi tous les jours, en fait. La vie, c'est ça, hein. C'est toi contre toi. Le regard des autres, on en a rien à foutre. Moi, c'est ce que je retiens de tous les invités que j'ai pu avoir sur le podcast. On a tendance à trop donner d'importance au regard des autres. Les gens s'en foutent de toi, mon pauvre, mais c'est impressionnant, en fait. À part ta famille, évidemment, tes potes qui t'adorent et qui t'aiment, et heureusement, parce que c'est eux qui te donnent de la force, et l'entourage a un rôle primordial dans des moments d'échec, mais les gens s'en foutent de Grave. tout. C'est pas grave, fais-le pour toi. Fais-le pour toi avant tout. Fais-le pour toi et tes proches, justement. Parce que c'est pour eux qu'on fait les choses. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de rendre mes proches fiers, ma famille fière. Je le fais parce que j'ai envie de les mettre bien aussi derrière. Si je peux réussir aussi au niveau du business, ça veut pas dire gagner des milliards, je m'en fous, j'ai pas cette ambition-là. Mais si on peut être bien et mettre les siens à l'abri et kiffer, c'est ça le principal, quoi. Une tonne. Une tonne. Ouais, bah écoute, bah, vraiment, grosse gratitude. Merci beaucoup à toi d'avoir été parmi nous. Merci pour les valeurs que t'as partagées. Merci pour tes expériences aussi. Et, euh, et voilà, on va évidemment
partager le lien de ton podcast Phoenix, l'échec mention très bien, que les gens aillent checker et aillent s'inspirer. Et voilà, on se suit bien sûr, hein. J'espère qu'on aura l'occasion de... Bah grave, merci beaucoup. Ouais, grave, franchement, trop content. Merci pour l'invitation. C'était super sympa, Ruben. Hyper content d'être venu sur ton émission. Avec plaisir pour que les gens, du coup, aillent suivre le podcast. Si tu mets le lien, c'est trop cool. Vous pouvez surtout suivre aussi sur la page Instagram, Phoenix Podcast. Ou alors, vous pouvez me rajouter sur LinkedIn. Moi, j'adore aussi qu'on puisse tchatcher. LinkedIn, Insta, je suis toujours sur ces deux réseaux-là. Donc, avec plaisir et tout le meilleur pour toi. Beaucoup de force pour la suite. Pareil à toi, Ruben. Et puis, on se tient clairement au jus, mec, avec grand plaisir. Merci infiniment à toi. Évidemment, on mettra tous les liens, y a pas de souci. Et voilà, encore une fois, gratitude. Vraiment, t'es une perle de mec. Et ça fait vraiment plaisir de se rencontrer. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de prendre un petit café ensemble. Avec grand plaisir, ça c'est clair. On ira se boire un café, une bière, ce que tu veux, mais dès qu'on peut, c'est clair. Ça roule. Fais attention à toi et à très bientôt. Pareil, prends soin de toi.